le génocide du Rwanda, c'est 800 000 morts, mais en une fraction de seconde, on va dire, ça s'est passé en 3 mois. Ça a été une abomination terrible qui a créé un électrochoc et qui a fait que le Rwanda, on va dire, quelque part, a profité de cette situation de victime pour s'imposer dans la région, et d'autant que c'est un pays qui a une économie florissante, qui est plus, on va dire, mieux tenu que l'immense Congo, qui est son voisin, et qui du coup profite pour piller les richesses du Congo de façon quasiment systématique. Et ça, je parle de choses documentées, c'est pas une opinion. Bonjour à tous, à l'occasion de la sortie du magazine d'Omerta Congo Silence on tue le 24 septembre prochain en kiosque, j'ai l'honneur de recevoir Régis qui revient du Congo. Bonjour Régis. Bonjour Edouane. Vous étiez au Congo RDC pour réaliser un documentaire pendant plusieurs semaines sur la réalité entre le Congo et son ennemi historique, le Rwanda. Vous venez de revenir, le documentaire est d'ores et déjà disponible sur l'application. Il sortira le 24 sur YouTube, j'imagine. Alors il y aura des extraits sur YouTube, on ne sait pas encore les parties, mais on va en mettre, oui évidemment. Il sera disponible d'abord, il est déjà disponible d'abord sur l'application. Sur l'application, donc évidemment l'application payante d'Omerta. C'est comme ça qu'on vit, voilà. Vous avez vu quoi au Congo, Régis? Alors ce que j'ai vu d'abord, j'ai été surpris, connaissant un petit peu l'Afrique, ayant fait pas mal de reportages plutôt dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, on va dire la zone française ou ex-française, puisqu'on n'y est plus, le Mali, le Burkina, le Niger, etc. J'ai pas mal... je n'étais jamais allé au Congo et là j'ai découvert un univers en soi, c'est-à-dire un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés sur lesquels pour aller chercher l'information, faire nos reportages, mais on a dû prendre des dizaines d'avions. Parfois l'avion n'était pas là, parfois il était déjà parti quand on est arrivé. Donc des conditions de reportage très très difficiles, avec aussi des tragédies, puisqu'on a été dans l'est du Congo, dans la région de l'Ituri, en particulier au moment du massacre d'une communauté chrétienne de 40 chrétiens par un groupe djihadiste. Donc ça s'est passé au moment de notre passage. Donc on a assisté aux obsèques, à la préparation, etc. avec les villageois. Et ça montre quoi? Ça montre que finalement cet est du Congo reste toujours une zone où des pillages, des massacres ont lieu, avec en toile de fond évidemment les mines, les ressources qui sont immenses. Le Congo est un des pays où il y a le plus de minerais au monde. Pour certains minerais, je citerai le coltan par exemple, eh bien c'est l'unique endroit où on le trouve au monde. Alors le coltan, vous allez me dire à quoi ça sert. Vous voyez ça? S'il n'y a pas le coltan, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc ça veut dire que le Congo est pourvoyeur d'une matière qui permet à tous les téléphones portables de fonctionner sur Terre. Vous avez également le cobalt. Alors là, je vais vous citer aussi une information. Le cobalt, le Congo, on a à peu près 70% des richesses de la planète, de la quantité de cobalt. Il y a 10 kilos de cobalt par Tesla. Voilà, donc ça vous donne... donc c'est évidemment pour les batteries. C'est des... Voilà, le Congo regorge de minerais, de terres rares, qui sont fondamentales aujourd'hui, depuis la fabrication des éoliennes jusqu'aux missiles hypersoniques de l'armée. Voilà, donc autant de dire, c'est l'objet de toutes les convoitises, et c'est pour ça, principalement, qu'il y a ces massacres, ces millions de personnes qui sont mortes depuis les années 90. Le Congo RDC, c'est un pays qui est assez immense, vous l'avez rappelé, vous avez parlé des pillages. Depuis les années 90, l'Est du pays est la proie de pillages, de tueries de masse, mais un accord vient d'être conclu entre le Congo et le Rwanda qui est l'ennemi historique avec le M23, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Cet accord a été conclu grâce aux États-Unis, sous la houlette de Donald Trump. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet accord ? Alors, je ne peux pas en dire grand-chose dans la mesure où il n'a pas été encore... Enfin, il a été signé, il va être ratifié, on va dire, dans le bureau ovale. Vous savez, on va voir Donald Trump avec l'accord qu'il va avoir signé. À côté de lui, il y aura le président Paul Kagame, il y aura Félix Tshisekedi. Ce n'est pas encore fait,
mais ça va se produire. Vous savez, un peu comme il y a eu avec Aliyev et Pachinian à la Maison-Blanche, l'Arménien, l'Azerbaïdjanais, donc Donald Trump, faiseur de paix, on va dire, mais surtout promoteur d'un business planétaire incroyable. Il n'y a jamais un calcul gratuit chez lui. Et en l'occurrence, dans cet accord, les États-Unis vont récupérer une bonne partie de l'exploitation de ces minerais qui actuellement sont quasiment monopolisés par la Chine. C'est ça qui est important. Donc, c'est-à-dire, en toile de fond de cet accord, il y a la rivalité américain-chinois sur les matières premières, la clé de l'avenir, et le Congo est là. Vous savez, ça fait partie des lubies de Donald Trump avec le Groenland, l'Ukraine, les terres rares, les terres rares, les terres rares, parce que c'est la guerre commerciale de demain. Justement, on parle de cet accord qui a été conclu avec Donald Trump. Il revendique avoir conclu 12 accords. On ne s'éloigne pas du sujet, mais ça reste tout de même dans le thème. Je vous sais, fin observateur des États-Unis. Donald Trump est d'ores et déjà hors course pour le prix Nobel cette année. Est-ce que cet accord au Congo, et avec l'actualité sous-jacente, tout ce qui est lié, ça peut remettre Trump dans la course au prix Nobel de la paix l'année prochaine? Alors, il faudra que les massacres tels que ceux auxquels on a assisté s'arrêtent. Il faudra que le M23 que vous avez cité, qui est un groupe piloté, on va dire, par Kigali et les Rwandais, qui est un groupe officiellement de Tutsis congolais en insurrection dans leur zone, mais en réalité, l'ONU a sorti un rapport prouvant justement la participation de l'armée rwandaise dans les assauts qui ont eu lieu pour la prise des villes de Bukavu et de Goma. Et donc, à partir du moment où l'accord sera signé, théoriquement, ce M23 et les Rwandais sont censés se retirer de ces zones, ou en tout cas signer la paix, arrêter d'occuper ces zones comme une armée étrangère, en fait, puisqu'il y a une administration, le M23 administre ces zones. Alors, il y a à peu près 150 groupes armés qui évoluent et qui commettent des exactions au moment où on parle dans le Kivu et dans l'Ituri, c'est-à-dire les trois provinces, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, trois provinces de l'Est. C'est énorme, c'est aussi donc une saignée pour les habitants, un supplice véritable pour ces populations extrêmement démunies, aidées par les humanitaires. Mais si vous voulez, pour ne prendre que le simple massacre dans la ville de Komanda, en Ituri, que nous avons couvert dans ce documentaire, et j'encourage vraiment ceux qui veulent voir ce documentaire, parce qu'on a passé du temps dans ce village, on a posé des questions aux gens, ils nous ont montré les lieux du massacre. Ça se passe à quelques kilomètres d'une base de l'ONU, presque dans un environnement où la plupart des groupes humanitaires, l'USAID et autres, Human Rights Watch, évoluent. Donc finalement, ce dont on se rend compte, c'est que la zone n'est absolument pas stable. Ces groupes ne se contentent pas d'ailleurs de massacrer, ils pillent les richesses, c'est ça leur objectif. En Ituri, il y a beaucoup d'or, il y a un commerce de café, il y a un commerce de bois, et donc ils s'en vont évidemment avec des visées de prédation, mais également ils prélèvent parmi les populations des adolescents pour les transformer en enfants soldats. C'est aussi une énième horreur qui existe dans ces zones, c'est-à-dire que ces enfants coupés de leur famille vont devenir des combattants sans racines, capables d'aider ceux qui les payent ou ceux qui les nourrissent. Voilà, c'est ce qui va se passer. Vous en avez rencontré, vous, ces enfants soldats, ces enfants devenus combattants qu'on a envoyés, vous n'en avez pas rencontré? Non, je n'ai pas rencontré d'enfants soldats, j'ai rencontré beaucoup de victimes de ces massacres, des gens qui ont perdu leur famille entière dans ce massacre. Les enfants soldats, non, mais les habitants demandaient à l'armée de pourchasser ces rebelles et de leur rendre les gens qui leur avaient pris, leurs fils parfois, leurs cousins. Donc on est dans une situation tragique qui se répète parce que depuis le moment où nous y sommes allés au mois d'août, il y a eu à nouveau un massacre. Je dirais aujourd'hui, il y a plus de massacres et moins de combats entre des armées comme le M23 ou les rebelles en Ituri et le gouvernement. C'est moins une phase militaire plus qu'une phase d'embuscade où des groupes font des prédations sur des villages, des véritables razzias, et où ils brûlent tout, où ils attaquent des gens. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une attaque pendant une célébration eucharistique
pendant une messe où une quarantaine de chrétiens ont été assassinés à la machette. J'aimerais qu'on revienne sur les origines du conflit. Et l'origine, c'est précisément les mines dont vous avez parlé en début d'entretien. Elles sont à l'origine des prédations orchestrées par les voisins de la RDC. On Mm. parle du Rwanda, mais c'est les voisins en règle L'Ouganda générale. aussi, L'Ouganda ouais. et d'autres pays. Mais le pays n'a jusqu'ici pas été capable de se défendre. La RDC, c'est un immense pays. Mm. Est-ce que cela demain va changer, avec ou sans accord? Car Ah, les accords, alors on oui. parle, c'est du conditionnel. Oui, c'est du conditionnel. Néanmoins, le fait qu'il y ait Trump et les États-Unis dans ce... On interviewe d'ailleurs le vice-ministre de la Défense qui nous explique bien que là, ils ont un poids lourd avec eux. Jusqu'à présent, les États-Unis, on va dire globalement, jouaient la carte du Rwanda dans la région, s'alimentant auprès de minerais prélevés par le Rwanda sur les terres du Congo, parce que le Rwanda est exportateur, par exemple, de coltan et de manganèse, alors qu'il ne possède pas ces minerais sur son propre territoire. Donc, de ce point de vue-là, il y a une complicité, on va dire, en raison du souvenir du génocide au Rwanda, qui a fait que l'Union européenne a aidé, que les États-Unis ont aidé ce pays, et que, en fait, ce pays, quand même, globalement, en a profité pour piller le territoire de son voisin. Et on va voir si le fait que Trump dise finalement, au lieu de m'adresser à des intermédiaires qui vont me vendre ce minerai, autant s'adresser au producteur principal qui est le Congo RDC, eh bien, si ça se passe comme ça et que l'accord établi par les Américains permet finalement un renforcement de l'autorité, des services publics et de l'armée, on va dire, en RDC, eh bien, dans ce cas-là, on peut imaginer que on arrive dans une situation où la paix progressivement s'installe. Et là, peut-être, il faudra donner le prix Nobel à Donald Trump. Ouais, justement, la paix, c'est les hommes. Oui. Le Congo RDC, pardon, compte plusieurs millions de réfugiés. Qu'en est-il aujourd'hui de ces réfugiés? Est-il seulement possible un instant de les renvoyer chez eux? Alors, vous avez une situation de réfugiés qui dure depuis, et une accumulation il y a eu 2 guerres du Congo qui ont fait des millions de morts, surtout la deuxième, particulièrement meurtrière. Et finalement, depuis 1994, globalement, depuis 30 ans, on est dans une situation où il y a un afflux de populations déplacées. Alors, en fait, ces réfugiés, quand ils sont au sein du Congo, on ne les appelle pas statutairement des réfugiés, on les appelle des déplacés de l'intérieur. Donc, D'accord. ça veut dire que c'est des gens qui sont réfugiés dans leur propre pays. Et il y a on l'a bien vu et on le voit bien dans le documentaire, dans les camps, eh bien, ce sont des populations, en l'occurrence celles qui ont été victimes, cette fois-ci, ce sont des Nandés, qui est une population originaire du Nord Kivu, déplacée, qui est elle-même massacrée par un groupe qui s'appelle ADF Nalu, groupe ayant fait allégeance à Daesh, qui attaque ce village et qui est un groupe d'origine ougandaise, produit finalement d'Ougandais expulsés d'Ouganda parce qu'ils voulaient y instaurer un califat. Donc vous imaginez, vous avez des groupes comme ça, groupes armés ougandais, réfugiés au Congo, qui attaquent d'autres réfugiés de l'intérieur au Congo. C'est une horreur absolue. Et ça a tendance à se répéter. C'est ça qui est terrible. Et c'est une guerre qui est moins... sur laquelle, évidemment, de laquelle on a parlé, mais c'est un petit peu comme le Soudan. Le Soudan et le Congo étant les 2 pays au monde où il y a le plus de réfugiés intérieurs. C'est plusieurs millions de réfugiés intérieurs. Donc il va falloir effectivement que si le processus de paix se met en place, une partie de ces gens regagnent leur pays d'origine. Pour certains, ça ne sera pas possible. Mais en tout cas, ça va être, voilà, il va forcément y avoir un mouvement dans ce sens-là parce que ça ne peut pas rester en l'état. Sur la planète, il y a plusieurs conflits d'ampleur. Il y a la guerre en Ukraine qui perdure depuis maintenant 3 ans. Oui, mais Il y ça, a on en parle. il y a le conflit israélo-palestinien. Ça, on en Est-ce que parle. vous ne pensez pas que justement le Congo, le Soudan et même l'Arménie, l'Azerbaïdjan, tous ces petits conflits, entre guillemets des petits conflits, se font éclipser car l'émotion mondiale, l'émotion planétaire est tournée vers l'Ukraine, vers Gaza, vers Israël ou vers d'autres territoires. Comment on peut l'expliquer ça, Régis, aujourd'hui? C'est justement ce problème de la focalisation et de l'actualité qui va se diriger à un moment précis sur un territoire, mais la proportion fait que c'est quasiment
une faute professionnelle majeure de la part de nous, médias, de ne pas avoir attiré l'attention suffisamment sur le Congo, parce que vous me parlez de l'Ukraine, vous me parlez de Gaza, certes, il y a un nombre conséquent d'individus tués, etc., peut-être 1 million en Ukraine. D'ailleurs, c'est combien de morts le conflit au Congo? C'est justement le chiffre, c'est entre 8 et 12 millions de morts depuis 1994. Vous imaginez, vous avez voilà, un pays, 8 ou 12 millions, vous avez un petit pays d'Europe qui est mort en 30 ans. Bah, c'est complètement dingue. Il existe avec le Congo et avec le Soudan une disproportion dans la couverture de ces conflits entre le peu d'écho qu'ils ont et le nombre de morts qu'ils provoquent. Sans entrer dans la conspiration, peut-être qu'on peut s'interroger sur ce silence complice. Peut-être que les puissances occidentales avaient un intérêt à ce qu'on ne parle pas vraiment de ce conflit. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, ça a été le cas hier. Non, mais comme une part de l'instabilité est liée finalement au traumatisme justement du génocide au Rwanda, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le génocide du Rwanda, c'est 800 000 morts, mais en une fraction de seconde, on va dire, ça s'est passé en 3 mois. Ça a été une abomination terrible qui a créé un électrochoc et qui a fait que le Rwanda, on va dire, quelque part, a profité de cette situation de victime pour s'imposer dans la région, et d'autant que c'est un pays qui a une économie florissante, qui est plus, on va dire, mieux tenu que l'immense Congo, qui est son voisin, et qui du coup profite pour piller les richesses du Congo de façon quasiment systématique. Et ça, je parle de choses documentées, c'est pas une opinion que je prononce. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de faire que ces deux pays, finalement, arrêtent justement de l'exercice des armes, se mettent autour d'une table, réfléchissent. Et de ce point de vue-là, on peut dire que déjà les États-Unis ont avancé. Je signalerai aussi l'influence du Qatar, aussi diplomatiquement, puisque entre le M23 et l'armée congolaise, un cessez-le-feu a actuellement lieu au Kivu. Cessez-le-feu qui a été signé à Doha, au Qatar. Donc là aussi, le Qatar a mis la main à la pâte pour justement obtenir une sorte en tout cas de cessez-le-feu, on va dire. Tous les chemins qui mènent à la fin de la guerre ou vers la paix sont de bonnes nouvelles. Mais le fait que ce soit les États-Unis, le fait que ce soit le Qatar qui soit à la manœuvre, ça signe aussi malheureusement la fin de la puissance française, la fin de la puissance belge. Avec le Congo a été belge pendant de nombreuses années. Ça signe la fin de la puissance européenne. Pendant de nombreuses années, on nous a vendu l'Europe comme une superpuissance qui pourrait venir concurrencer les États-Unis. Mais vous me permettrez quand même de m'interroger. Il me semble que la France avait beaucoup plus d'influence dans le temps, dans le passé, plutôt que depuis que cette Europe a pris le pas et que cette Europe surpuissante et bureaucratique est en place. On peut effectivement prendre cet argument souverainiste de dire oui, quelle était la place de la France avant, quel était le respect qu'elle inspirait et dans quelle place a-t-elle gardé et conserve-t-elle aujourd'hui, en particulier en Afrique. Moi, je crois que la plupart des Congolais, ce que j'ai remarqué, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la plupart des Congolais ne sont pas hostiles à ce que la France revienne faire du business avec eux, à condition peut-être d'avoir un langage différent, d'avoir une attitude différente. Mais il faut rappeler que le Congo est le principal pays francophone au monde. C'est le plus gros pays francophone de la planète. Oui. Avec plus de 100 millions de locuteurs qui jouent vraiment la carte. Moi, je les ai entendus, j'ai passé beaucoup de temps. Il y a beaucoup de Congolais qui, entre eux, parlent français. Je dirais que dans d'autres pays francophones comme le Mali ou le Burkina ou le Niger, où je suis allé pas mal, j'ai vu souvent... ils parlent leur dialecte, et puis quand ils vous parlent, ils parlent français. Là, le Congo est beaucoup plus francophone dans l'inspiration et dans la pratique de tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France devrait normalement être l'interlocuteur. La France devrait avoir voix au chapitre aussi pour ce qui est des minerais, parce qu'il y a quand même des richesses incommensurables là-bas. Pourquoi s'asseoir dessus et faire en sorte que ce soit les Chinois et les Américains qui gèrent ces trésors qui sont des clés de l'avenir dans le domaine des hautes technologies, dans le domaine militaire, dans le domaine dans tous les domaines en fait. Et les Congolais aujourd'hui ne demandent pas mieux que de voir la France revenir
à condition d'avoir un autre langage, une autre attitude peut-être que le néocolonialisme qui a pu émailler d'incidents ces dernières années, en particulier pendant l'ère Macron. Mais je n'accablerai pas Emmanuel Macron, parce que cette descente aux enfers de la France en Afrique, elle existe depuis beaucoup plus bien avant Emmanuel Macron. Ce n'est certainement pas le seul président qui est fautif. Et pour conclure, Régis, parlons peut-être maintenant du Rwanda. Le Rwanda a justement signé l'accord. Est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce que le Rwanda, surtout, va faire en sorte que ses troupes, les troupes de son proxy, le M23, se retirent à la fois du sud et du nord de Kivu? C'est ça la vraie question, hein. L'accord a été signé. Le M23 continue d'administrer Goma et Bukavu et une partie de ces deux régions. Donc il n'y a pas eu de changement manifeste. L'accord a été signé, nous, on y est allé en juillet, et l'accord était signé depuis juin, et on a été témoin de massacres. Donc quelque part, quand on va sur place, on voit que les choses n'ont pas vraiment changé. Alors elles ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Il faut encore qu'il y ait ce caractère symbolique, mais déjà, c'est quand même intéressant de voir des posters avec la figure, la photo de Donald Trump dans les rues de Kinshasa, avec des slogans extrêmement favorables. On sent qu'il y a un vrai espoir chez les Congolais de voir les choses changer, et le fait que les Américains aient un peu, quelque part, changé leur fusil d'épaule dans cette région, qu'ils ont promis de venir aider l'armée congolaise, de ne pas intervenir avec des troupes, mais en tout cas de venir en appui, eh bien peut-être significativement, cela changera les choses et on pourra aller vers la fin de cette horreur qui existe depuis 30 ans. Congo, les rives du sang, c'est le nom de votre documentaire. Les mines de sang. Les mines de sang, pardon. Ouais. C'est le nom de votre documentaire qui est d'ores et déjà disponible sur l'application. Voilà. Des extraits sortiront certainement dans les jours à venir sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je vous laisse le mot de la fin pour le magazine qui sera en kiosque le 24. Oui, le magazine avec cette couverture incroyable sur justement le moment des obsèques, la fosse commune dans laquelle sont enterrés, sont en train d'être enterrés. C'est une photo que nous avons prise au moment des obsèques par une pelleteuse. Enfin voilà, on fait comme on peut là-bas. Ça a été comment, très rapide et il y a eu beaucoup de morts. Et puis vous avez toute la communauté qui est réunie. Voilà, c'est la couverture de notre magazine. C'est une photo très forte, une photo qui rappelle justement ce qui se passe dans ces pays. Et puis ce magazine avec aussi beaucoup d'analyses, beaucoup d'interlocuteurs, Charles Onana, Bernard Lugan, Alain Juillet et d'autres grands spécialistes de l'Afrique interviennent dans ce magazine pour essayer justement de faire sentir à nos lecteurs, cette fois-ci d'Omerta, ce qui se passe en Afrique, quels sont les enjeux. On décrypte tout et c'est très 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 complet. Et voilà. Et ça sera donc le 24 septembre en kiosque dans 5000 points de vente. Donc voilà, à vos kiosques. Et si vous voulez en savoir plus sur le Congo, en effet, téléchargez l'appli et téléchargez le documentaire. En tout cas, ce serait un très beau prétexte pour s'abonner, découvrir le travail fabuleux de Régis, de vos équipes. Moi, j'ai vu ce documentaire. C'est un documentaire qui m'a glacé le sang. C'est un documentaire avec beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes. Et on y apprend des choses dont on n'entend pas parler depuis de nombreuses années dans nos médias occidentaux. Merci Régis. Merci Yann Adouane. À bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez.